pour ce qui est des bases génétiques, voilà, on est tous, chaque individu est à 70 milliards de cellules, et dans chaque cellule, on a tout le matériel génétique, le même, dans toutes nos cellules, qui est porté par des chromosomes. Donc on a 22 paires de chromosomes qu'on dit autosomes et une paire de chromosomes sexuels qui différencient le sexe. Et sur ces chromosomes, donc on a des paires de chromosomes, un chromosome qui nous vient de notre père et un chromosome qui nous vient de notre mère. Et sur ces paires de chromosomes, il y a des paires de gènes. Donc c'est ces chromosomes qui portent les gènes. Ces gènes, c'est une séquence d'ADN, voyez, avec des bases. Donc c'est des lettres, un alphabet, il n'y a que 4 lettres en fait, mais il y a un code génétique qui permet de donner toute l'information nécessaire à la formation de l'organisme et au bon fonctionnement de l'organisme. Donc une maladie génétique, elle survient lorsqu'il y a une erreur dans ce matériel génétique, d'accord, quand une erreur se produit. Donc soit c'est une erreur de chromosome, d'accord, donc ces fameux chromosomes qui sont au nombre de 46, et donc là c'est parfois des nombres différents de chromosomes, ce qu'on appelle les trisomies, comme la trisomie 21, où il y a 3 fois le chromosome 21, ou des anomalies de structure des chromosomes. Mais nous, dans les cas des maladies rythmiques héréditaires, on a surtout des anomalies qui surviennent sur les gènes, donc ils sont certes sur des chromosomes, mais on va dire que c'est à l'échelle plus moléculaire, plus précise, d'accord, on zoome sur le chromosome. Et on zoome sur le chromosome pour trouver ce gène. Et ce gène, voilà un schéma un peu complexe, mais pour vous dire, il est formé, toutes ces petites boîtes grises, ce sont des exons, c'est les parties codantes du gène. C'est surtout ça qui va nous intéresser. Bien sûr, il y a tout ce qui est partie régulatrice du gène, mais en premier lieu, ce qu'on va faire en diagnostic génétique pour ces maladies, c'est on va aller chercher des variants, des mutations dans ces gènes. Donc des anomalies au niveau du code génétique. Donc il y a 25 000 gènes et il y en a donc un certain nombre dont vous avez déjà entendu parler aujourd'hui impliqués dans les maladies cardiaques héréditaires. Tous les gènes ne sont pas, on ne connaît pas la fonction de tous les gènes aujourd'hui. Il y en a à peu près 7 000 impliqués dans les maladies génétiques, vous voyez, et peut-être une centaine, un peu plus, dans les maladies rythmiques héréditaires. Et donc vous voyez tout simplement le gène que vous revoyez ici avec ses exons. Quand il n'est pas muté, eh bien, il donne une protéine donc, qui se traduit en protéine, qui, elle, va assurer un fonctionnement normal de l'organisme. Donc, c'est vraiment cette protéine. Le gène, il reste à l'intérieur de son noyau, mais c'est cette protéine qui peut être une hormone, une enzyme, une protéine musculaire. Et lorsque ce gène est muté, ben, il se traduit en une protéine qui est anormale et qui a soit une fonction anormale, soit carrément qui est absente. Donc quand la protéine est absente, effectivement, il y a ou qu'elle fonctionne anormalement, on a ce qu'on appelle une maladie génétique. Donc, et pour parler de maladie génétique, on parle bien sûr de transmission. Et donc les transmissions, la transmission principale dont vous avez entendu parler pour tout ce qui est maladie rythmique, même cardiaque héréditaire, c'est la transmission autosomique dominante. Vous retrouvez le mot autosome, donc ça veut dire que ça touche les chromosomes qui ne sont pas les chromosomes sexuels, donc c'est les mêmes chez les hommes et chez les femmes. Donc autosomique et dominant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous retrouvez les paires de chromosomes, donc papa, maman ou maman, papa, peu importe. Et donc sur un des chromosomes, sur un des gènes, une des copies du gène d'un des parents, il y a une mutation. Et cette mutation domine, c'est pour ça qu'on appelle ça dominant, la copie normale du gène. Donc ça veut dire que quand on est porteur d'une mutation sur une des copies de son gène, on peut exprimer la maladie. D'accord? Donc, en fait, on a un mode de transmission de 50%. C'est bien ce qu'on vous a expliqué, enfin, là, je vous explique en détail. Soit dans les gamètes, on transmet le gène avec la mutation, soit on transmet le gène sans la mutation, et puis le conjoint, il transmet l'un ou l'autre de ces gènes, mais peu importe. Donc, on a 50% de transmission. Et vous voyez, ça donne des arbres généalogiques comme ça. Alors, voilà, les hommes sont les carrés, les femmes sont les ronds, mais ça donne un mode de transmission un peu vertical. Donc, quand c'est noir, c'est que la personne est atteinte. Donc à chaque génération, risque de 50%, et on voit apparaître des transmissions à chaque génération. Donc cette transmission verticale est 50%, et autant les hommes que les femmes. C'est ça la transmission autosomique dominante. Ce qu'on vous a énoncé également, ce qui est caractéristique de cette transmission autosomique dominante, c'est que certes, il y a beaucoup, on va dire 50%, c'est pas mal, de transmission, mais on a ce concept de pénétrance incomplète et d'expressivité variable. Pénétrance incomplète, c'est qu'on peut être porteur du gène muté, mais ne pas du tout exprimer la maladie, ou l'exprimer plus tard dans sa vie. En tout cas, à un instant T, on est comme ça, on est blanc, parce qu'on n'a pas du tout d'expression de la maladie, mais on est quand même porteur du gène. L'expressivité variable, eh bien, c'est quand même exprimer la maladie, mais de manière moins sévère, moins précoce que quelqu'un d'autre dans la famille.
Un mot quand même sur la mode de transmission autosomique récessif. Bien là, c'est pour vous montrer la différence. Chacun des parents est porteur d'une mutation sur une des copies de son gène, et la maladie ne s'exprime que quand les deux copies du gène sont mutées chez l'enfant. Donc là, le risque est moins important, 1 sur 4. Dans une chance sur 2, on est porteur sain, hétérozygote. Ce qu'on appelle ces porteurs sains, c'est plutôt dans ces maladies récessives. Ce sont des maladies plus rares, et la transmission est plutôt horizontale. Vous voyez, il y a plusieurs individus sur une même fratrie, mais normalement, vous voyez, ça c'est la transmission. Après, ça redisparaît, la maladie, c'est-à-dire vous refaites des porteurs hétérozygotes. Dans le cas où ça peut apparaître sur plusieurs générations, c'est qu'on se mariait, par exemple, avec son cousin germain. Donc ça augmente le risque de transmission, de révélation de la maladie. Mais parfois, vous voyez, comme dans ce cas, il y a de rares formes récessives autosomiques de maladies rythmiques, comme dans la tachycardie ventriculaire polymorphe catécholergique. Il y a un gène rare pour lequel, vous voyez, ça c'est les mutations qu'on voit sur des séquences. Et bien, chacun des parents est porteur d'une mutation, et puis là, ils l'ont transmis aux 3 enfants. Donc même avec ce risque de 1 sur 4, évidemment, on peut transmettre à l'ensemble des enfants. Quelques mots sur la technique. Je suis à 7 minutes, oui, il faut que je me dépêche. Pour vous assommer, voilà. Le séquençage Sanger, c'est ce qu'on faisait, c'est pour vous expliquer. C'est ce qu'on faisait jusqu'à il y a quelques années, on va dire. Donc, c'était très long. Certains d'entre vous peut-être ont expérimenté ça. Il y avait plusieurs années. Donc, on faisait un gène, et puis ça mettait 6 mois, et puis on faisait un autre gène, puis ça mettait 6 mois, puis un autre, puis on avait des résultats au bout de 1, 2, 3 ans, avec 3-4 gènes testés. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que c'est une technique qui était plus lente, et on analysait exon par exon, gène par gène. Donc c'était long. Aujourd'hui, on a ces magnifiques séquenceurs qui sont les séquenceurs au début, séquenceurs nouvelle génération. Pour faire simple, on séquence de manière clonale des millions de copies des fragments d'ADN, et tout simplement, ce que vous devez retenir, c'est que ça va plus vite. Et qu'on peut tester plusieurs gènes en même temps, donc ça va plus vite, même si ça va encore, bien sûr, ça met quand même plusieurs mois. Quel type de diagnostic génétique? Le diagnostic bien sûr des personnes atteintes dans la famille. Et qu'est-ce qu'il existe également? Donc le diagnostic des porteurs sains, comme je vous disais dans les maladies récessives, le diagnostic prénatal, préimplantatoire, j'en parlerai pas aujourd'hui, c'est peu le sujet sur les maladies rythmiques héréditaires, et le diagnostic présymptomatique. Donc je vais vous dire un mot. Les prélèvements, c'est essentiellement des prélèvements de sang, ça peut être de la salive, mais ça peut être aussi effectivement prénatal du liquide amniotique, ça peut être des biopsies de peau plus rarement. Donc c'est des prélèvements assez simples somme toute. De manière importante, c'est le consentement qu'il faut recueillir auprès des patients, ça c'est très important et c'est obligatoire évidemment. Si vous n'avez pas signé le consentement, on ne peut pas faire d'analyse génétique. Un mot sur le diagnostic présymptomatique, c'est donc ces individus qui n'ont pas de maladie, qui n'ont pas de symptômes cliniques et qui n'ont pas non plus d'anomalies au niveau des examens complémentaires, des échographies. Vous voyez, c'est pas que les symptômes, on appelle ça présymptomatique, mais effectivement, c'est quelqu'un dont le cœur est sain aux examens et qui n'a pas de symptômes non plus, bien sûr. Et donc cette consultation, elle est très encadrée, on vous en a déjà un peu dit, c'est une équipe pluridisciplinaire, cardiologue, généticien, psychologue essentiellement. Il faut un protocole type qui est déclaré auprès de l'agence de biomédecine. Et le cas des mineurs, eh bien, on a ce texte de loi qui dit que le test ne peut être prescrit que si le mineur ou sa famille peuvent bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates. Donc effectivement, on ne fait pas de test génétique trop tôt pour ces raisons-là, parce que s'il n'y a pas de modification dans la prévention ou la thérapeutique, il n'y a pas d'intérêt à le faire tôt, et on protège l'enfant selon ses principes éthiques du DPS, diagnostic présymptomatique, le bénéfice, l'autonomie de la demande, la liberté, le volontariat, l'absence de maléfice, la confidentialité, l'égalité, le droit de ne pas savoir. Donc ça c'est important, ce sont les principes éthiques qui ont prévalu à la mise en place du dépistage présymptomatique au niveau international et qu'on essaie de respecter. Donc un enfant très jeune, si ce n'est pas nécessaire, on essaie de respecter sa liberté, son autonomie et ne pas lui faire effectivement ce dépistage trop tôt. Et j'en termine, effectivement. Voilà comment se passe le dépistage. Bien sûr, il faut connaître la mutation dans la famille. Il y a une première consultation d'information et puis, normalement, une période de réflexion qui est d'une longueur à déterminer par la famille. Et puis, c'est la famille qui rappelle et qui fait cet entretien avec ce premier prélèvement, puis le deuxième prélèvement et enfin le rendu lors d'une prochaine consultation. Donc, on peut arrêter à tout moment et puis, on est bien sûr encadré du début à la fin. Voilà, je voulais en terminer pour vous dire qu'on a effectivement, ça c'est les intervenants au niveau des centres de référence et compétences à Bordeaux, avec les cardiologues, la généticienne qui est moi-même et des psychologues. Ah oui, pardon, j'ai oublié le psychologue. Je vous remercie.